Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document absolument légendaire, l'article de 1950 du brillant Alan Turing. Attention, on va pas faire un cours d'histoire poussiéreux, bien au contraire. L'idée, c'est de décortiquer ce texte fondateur pour en tirer une véritable machine mentale, un outil ultra pratique pour tous les penseurs systémiques d'aujourd'hui. Vous savez, l'intelligence artificielle n'est pas sortie de nulle part par un coup de baguette magique. Elle a été structurée et anticipée de manière incroyable. Et tout a commencé qu'une question qui a l'air comme ça, toute simple. Les machines peuvent-elles penser? Turing a lancé sa réflexion exactement avec cette célèbre question philosophique. Mais le génie de Turing, ça a été de comprendre que cette question est en fait un énorme piège. Elle est complètement floue, super subjective et franchement impossible à résoudre. Je veux dire, c'est quoi exactement une machine et ça veut dire quoi penser? S'enliser dans ces débats métaphysiques n'aurait mené strictement à rien. Il fallait donc changer les règles du jeu. Et ça illustre brillamment la façon dont Turing a littéralement révolutionné l'informatique. Il a pris cette question métaphysique un peu perchée et il l'a transformée en un problème d'ingénierie parfaitement mesurable. Au lieu de débattre pendant des heures sur ce qu'est l'essence de la pensée, il a dit « observons le comportement ». L'intelligence n'est plus considérée comme une espèce d'âme ou de conscience mystique, mais simplement comme une fonction qu'on peut observer et surtout qu'on peut tester. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. On commence par le jeu de l'imitation, ensuite on verra la machine universelle, on va réfuter les sceptiques, découvrir les machines apprenantes, et on finira par voir comment penser comme un véritable pionnier. Commençons tout de suite par notre premier point, le fameux jeu de l'imitation. Abordons ce premier concept, car c'est vraiment là que Turing change complètement la donne sur la façon dont on évalue l'intelligence. Le mécanisme de ce jeu est d'une élégance folle. Imaginez la scène, 3 participants sont dans des pièces séparées, l'interrogateur pose des questions via un clavier et un écran, un peu comme si on s'envoyait des textos aujourd'hui. D'un côté, un humain répond de façon tout à fait naturelle, de l'autre, une machine essaye de se faire passer pour cet humain. Le coup de génie ici, c'est que le test se concentre à 100% sur la capacité intellectuelle observable, zéro biais lié à l'apparence physique, à la voix ou même à la vitesse de frappe. On juge uniquement sur le résultat. Turing le dit d'ailleurs très clairement. Les conditions de ce jeu rendent les incapacités physiques totalement sans intérêt. C'est une séparation pure et dure entre le corps et l'esprit. Une machine n'a pas besoin d'avoir de la peau ou des cordes vocales pour prouver qu'elle sait réfléchir. En isolant complètement le traitement de l'information de son enveloppe physique, Turing a posé les fondations béton de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA. On passe à la section 2, la machine universelle. Ok, plongeons là-dedans. C'est fou, mais la vision de Turing va tellement plus loin que de la simple théorie. Il a carrément conceptualisé notre matériel informatique des dizaines d'années avant qu'il ne soit construit. C'est fascinant de voir à quel point ces mots de 1950 collent parfaitement à nos smartphones actuels. Ce qu'il appelait la mémoire, le fameux store, eh bien c'est notre mémoire RAM et nos disques durs. Son unité d'exécution, c'est le processeur, le CPU qui fait tourner vos applications. Et le contrôle, c'est le code, la table d'instructions qui dit quoi faire et quand. L'architecture était déjà là, limpide. Et c'est là le véritable point de bascule de rétro-analyse, la machine universelle. Honnêtement, c'est l'idée la plus puissante de tout son texte. Ça prouve que tous les ordinateurs numériques, que ce soit un supercalculateur ultra puissant ou le petit téléphone dans votre poche, sont fondamentalement la même chose. Pas besoin de fabriquer une nouvelle machine physique à chaque fois qu'on veut accomplir une nouvelle tâche. Le matériel reste fixe, c'est le logiciel, le code, qui vient dicter le comportement. Absolument tout ce qui peut être calculé peut tourner sur cette machine universelle. Troisième point au menu, réfuter les sceptiques. Et il y avait du boulot. Il faut se remettre dans le contexte. En 1950, dire qu'une machine pouvait rivaliser avec le cerveau humain, ça paraissait complètement délirant pour beaucoup de gens. Turing a donc listé et pulvérisé méthodiquement les arguments de ses détracteurs. Prenez l'objection de la conscience par exemple. Certains affirmaient une machine ne peut pas tomber amoureuse ou être triste, donc elle ne pense pas. Turing rétorque que c'est le piège classique du solipsisme. La seule façon d'être sûr à 100% que quelqu'un pense, c'est d'être cette personne. Au quotidien, on accorde le bénéfice du doute aux autres humains juste en écoutant ce qu'ils disent. Alors Turing demande un truc très simple, appliquons exactement le même standard comportemental aux machines. Il y a aussi la très célèbre objection de Lady Lovelace. Elle disait en gros qu'une machine ne sait faire que ce qu'on lui programme de faire, sans aucune capacité d'innovation. Et là, la réponse de Turing est géniale. Il dit « Ah bon ? Parce que moi, les machines me surprennent tout le temps. » Pourquoi ? Parce que quand vous avez des systèmes super complexes, ça crée des comportements imprévisibles, ce qu'on appelle des comportements émergents. Oui, on donne les règles de base au départ, mais l'interaction de millions de lignes de code finit par générer des résultats que même le programmeur n'avait pas vu venir. Face aux autres objections, Turing est d'une logique implacable, avec toujours une petite touche d'humour sarcastique. À l'argument religieux qui dit que seules les créatures de Dieu ont une âme, il répond « Mais pourquoi limiter le pouvoir divin ? Dieu pourrait très bien donner une âme à une machine s'il le voulait. » Au théorème de Gödel, qui prouve qu'il y a des limites mathématiques pour les machines, il rappelle sèchement que, les humains aussi font des erreurs et ont des limites logiques. Et mon préféré, pour contrer l'argument de la télépathie ou des perceptions extrasensorielles, il propose très sérieusement de mettre la machine dans une pièce anti-télépathie.
magique. Allez, on avance. Section 4, les machines apprenantes. Voyons comment tout ça s'articule pour révéler le grand rebondissement final de Turing. Il a carrément prophétisé l'apprentissage automatique. Pour expliquer l'IA, il utilise une métaphore brillante, celle de la pile atomique. Un esprit sous-critique, c'est comme une simple calculatrice. Vous y injectez une idée, elle traite le truc, et puis, pouf, ça s'éteint. Fin de l'histoire. Mais le but, c'est de créer un esprit supercritique. Vous y injectez une idée, et par un effet de réaction en chaîne, bam, ça génère une véritable explosion d'idées secondaires et tertiaires. C'est exactement le pont conceptuel entre une bête calculette et les réseaux de neurones d'aujourd'hui. Et plutôt que d'essayer de coder à la main un cerveau d'adulte complexe, Turing propose une approche évolutive. Écoutez bien ces 3 étapes. 1. Construire une machine enfant, une sorte de page blanche, avec un minimum de règles de base. 2. Éduquer cette machine par l'expérience, avec des récompenses quand c'est bien et des punitions quand c'est faux. Et 3. Ajouter un petit élément aléatoire pour la forcer à explorer et à être créative. C'est bluffant, non ? C'est la description quasi exacte de l'apprentissage par renforcement qui fait tourner nos énormes modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui. Turing est même allé jusqu'à faire des prédictions techniques. Il a estimé qu'il faudrait environ 10 puissance 9 bits de stockage pour qu'une machine puisse réussir son jeu de l'imitation autour de l'an 2000. Pour vous donner une idée, 10 puissance 9 bits, ça correspond en gros à un petit gigaoctet de mémoire. Encore une fois, il avait visé extrêmement juste, des décennies à l'avance. On arrive à notre 5e et dernière étape, penser comme un pionnier. Alors, le point crucial ici, c'est de voir comment vous pouvez utiliser ces modèles mentaux au quotidien. L'idée, c'est de passer d'un simple utilisateur passif à un véritable concepteur actif. Face à un problème flou, faites comme Turing. Reformulez-le toujours en un test que vous pouvez observer concrètement. Séparez la logique intellectuelle pure de l'interface physique ou esthétique. Rappelez-vous que n'importe quel logiciel, au fond, ce ne sont que des états qui changent sur une machine universelle. Et surtout, ne paniquez pas quand un système réagit bizarrement. Ces surprises et ces erreurs ne sont pas juste des bugs embêtants, ce sont des signaux précieux qui vous montrent comment le système apprend. Turing nous laisse avec une dernière image assez percutante. L'esprit humain est comme un oignon. Quand on essaie de trouver le noyau secret de l'intelligence, on enlève une couche mécanique, puis une autre, et on trouve encore des mécanismes à l'intérieur. L'intelligence, ce n'est pas une espèce de poussière d'étoiles magique et intouchable, c'est juste une magnifique superposition de systèmes mécaniques qu'on peut parfaitement comprendre et reproduire. Ce qui nous amène à la question finale de ce décryptage, une question qui claque encore plus fort aujourd'hui qu'à l'époque. Si, en échangeant des informations avec un système, le comportement de la machine devient totalement, rigoureusement indiscernable de celui d'un être humain, est-ce que cette différence de nature a finalement la moindre importance ? C'est sur cette provocation géniale de Turing qu'on se quitte, une invitation à continuer d'explorer et de repousser les frontières de l'intelligence.